Aujourd'hui, on va parler du bilan de Meta, de la direction que prend le groupe et des conséquences que cela peut avoir sur Facebook Ads et de votre pratique publicitaire. Bienvenue sur Social Scaling. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je suis très heureux de ne pas être tout seul, c'est-à-dire d'avoir un invité plutôt intéressant à recevoir, à savoir Antoine Gagné, président et fondateur de l'agence J7. Comment ça va Antoine ? Ça va très bien. Merci Antoine. Je suis content d'être de retour sur le podcast Social Scaling. Social Scaling, effectivement, tu es de retour parce que comme à chaque trimestre en fait, eh bien tu viens nous parler justement du bilan, du rapport de Q2 2024 de Meta. L'idée est, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, c'est de parler un peu de la direction que prend le groupe, des chiffres intéressants et de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur Facebook Ads, parce que évidemment Social Scaling parle beaucoup de Facebook Ads. Donc toi comme moi, on a pu regarder un petit peu les chiffres, un petit peu les rapports, même les graphiques qui sortaient de ça. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, sur cette annonce? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer d'ailleurs à notre audience à ce sujet? Je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que parmi tous les indices technologiques, toutes les entreprises technologiques, Meta est de loin celle qui s'en sort, on pourrait dire quasiment le mieux. Il y a eu beaucoup de résultats qui sont sortis, que ce soit d'Amazon, que ce soit de Google, que ce soit de Microsoft également, qui ont été sensiblement en bas des attentes. Pas énormément en bas des attentes, mais un tout petit peu moins que ce que les investisseurs s'attendaient. Donc, dans un contexte technologique, Meta, lui, a battu les attentes et les a drôlement battus et les résultats ont été assez exceptionnels en toute transparence. Donc, j'ai été épaté de voir des chiffres de la sorte. J'ai été surpris également de certains commentaires que Mark Zuckerberg a fait. On l'a senti très vocal dans les dernières semaines avec le lancement de son nouveau Llama 3 qui a été lancé tout récemment, si ma mémoire est bonne. Et avec ce lancement-là, on l'a vu sur beaucoup de podcasts. Il s'est exprimé sur un paquet de sujets et s'en suivait par la suite l'annonce aux investisseurs des résultats trimestriels. Donc, j'ai été surpris. Il y a eu des points quand même assez pertinents que je crois qu'ils vont pouvoir alerter sensiblement peut-être, alarmer peut-être même les annonceurs, les publicitaires, les gens en publicité qui nous écoutent aujourd'hui. Mais globalement, on peut dire Meta fait un Q2 du tonnerre. Effectivement. Pour les personnes qui débarquent complètement sur le sujet, qui n'auraient pas vu d'ailleurs nos autres vidéos à propos du groupe Meta et de l'intelligence artificielle, parce que c'est le sujet dont on va pas mal parler. Tu as mentionné Llama. Il faut comprendre que Llama, c'est la réponse à OpenAI, à Google, à Apple sur le côté IA. Donc, c'est-à-dire que Meta a sa propre intelligence artificielle qui s'appelle Llama et qui en est à sa 3e version. D'ailleurs, c'est intéressant et tu vas me dire ce que tu en penses un petit peu, mais pour avoir relu du coup tout le post de Mark Zuckerberg à ce propos, il y a vraiment une volonté de laisser cet outil de Llama en open source, il me semble, Ouais, si c'est le bon terme, bien et sûr. il utilise justement cette histoire assez intéressante dans le domaine de la tech, où il nous parle de, il y a quelques années, les systèmes d'opération Linux versus Linux, c'est-à-dire qu'avant, les entreprises de tech étaient obligées de travailler avec Linux, qui était un, un SaaS fermé ou un logiciel fermé, alors que Linux, lui, avait tout misé sur le fait que c'est open source, n'importe qui peut faire ce qu'il veut dessus, c'est facilement partageable, etc. Et au final, la bataille avait été gagnée par Linux parce que massivement adopté, parce que naturellement, les gens travaillaient beaucoup plus dessus et même de manière un peu bénévole quasiment. Et en fait, c'est ce sur quoi mise Marc à ce sujet. T'en penses quoi, toi? Ben écoute, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, les systèmes open source versus les systèmes qui sont davantage fermés. En l'occurrence, ici, si on avait besoin de les nommer, un système comme ChatGPT OpenAI est un système fermé et le Llama 3.1 plutôt est un système ouvert de Meta. Il y a beaucoup de points importants à comprendre au niveau de leur intelligence artificielle ici. C'est que de un, l'avantage que Meta va avoir comparativement à un Google ou à un OpenAI, c'est que Meta n'a pas besoin de monétiser son intelligence artificielle. Elle est là la grosse distinction. C'est que OpenAI, en ce moment, qui vont faire très surprenamment près de 4 milliards de revenus cette année avec leur application à 20 par mois.
qui est utilisé par des entreprises, qui est utilisé par des individus. Eux, leur modèle d'affaires tourne autour de ça en ce moment. Le modèle à 20 par mois et l'utilisation de leur clé d'API. Google est en contre-offensive en ce moment d'essayer de se trouver un nouveau modèle d'affaires également au niveau de l'intelligence artificielle. Leur modèle search reste l'endroit où est-ce qu'ils font le plus d'argent, le volet cloud également, mais tout de même, ils ont une facturation également à peu près au même prix à 20 par mois pour utiliser Gemini en entreprise. Donc, ils tentent de bâtir une nouvelle ligne d'affaires avec l'intelligence artificielle. Meta, ce n'est pas le cas. L'intelligence artificielle est faite pour s'assurer que les annonceurs sur sa plateforme soient capables d'aller cibler leurs utilisateurs de manière encore plus pertinente, de manière encore plus intelligente. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que Meta était en avance sur beaucoup de joueurs concernant leur création de l'AMA 3.1, c'est qu'il y a plusieurs années de cela, quand Mark Zuckerberg a réalisé que les Reels étaient en essor comme pas possible sur leur plateforme, eh bien, il s'est dit, il faut aller commenter davantage de GPUs. Les GPUs, essentiellement, c'est ce qui va aider les différentes entreprises à bâtir leur système d'intelligence artificielle. Et il avait besoin d'en acheter beaucoup parce que les Reels sont propulsés majoritairement par des suggestions sur ton fil d'actualité et ces suggestions-là sont bien entendu suggérées via l'intelligence artificielle. Donc, il voulait bâtir une plus grosse infrastructure au niveau des Reels et en même temps, il y a eu tout ce qui s'est déroulé par la suite avec ChatGPT et OpenAI. Il s'est dit pourquoi pas enchaîner, essayer d'être un numéro 2, un numéro 3 dans cette course à l'intelligence artificielle. Maintenant, force est d'admettre que comme il l'a fait avec Threads l'année passée, il a lancé son Meta AI maintenant sur ses différentes plateformes de Instagram, Facebook et WhatsApp. Et je compare le tout à Threads parce que Threads était la même chose l'année passée. On lance une nouvelle plateforme et on utilise nos plateformes de distribution existantes pour en faire la promotion. C'est la même chose au moment où on se parle avec Meta AI. Sur le bout de ton téléphone cellulaire, dans la barre de recherche maintenant, tu peux parler avec un agent qui provient de l'AMA 3.1 pour avoir un maximum d'informations, quelque chose de très similaire qu'on peut avoir avec ChatGPT. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les modèles open source ont toujours été lancés par des entreprises qui devaient jouer la bataille de rattrapage. Donc, souvent, les premiers qui sont sur un marché peuvent se permettre d'avoir des systèmes fermés. Et si on veut gagner la bataille derrière et être un petit peu plus vite et peut-être ultimement d'ici 2, 3, 4 ans, devenir numéro un, souvent, ces entreprises-là vont utiliser des systèmes open source. Et c'est ce que Meta fait en ce moment. Et Mark Zuckerberg a écrit une grande lettre expliquant sa vision de l'intelligence artificielle avec des modèles open source. Mais soyons honnêtes, c'est aussi parce qu'il n'a pas besoin de monétiser son intelligence artificielle comme d'autres joueurs qu'il peut le faire. Et ça, je pense que c'est la grosse nuance à prendre en considération. Donc, bref, beaucoup d'avancements au niveau de l'intelligence artificielle de Meta. C'est surtout, je pense, quelque chose qui est très intéressant pour lui à utiliser dans sa narrative. On n'entend plus parler du metaverse, soyons très honnêtes. Bien entendu, ils continuent à faire des investissements, mais ils ont compris qu'au niveau marketing, au niveau de leur narrative, ça ne convient pas aux investisseurs. Donc, on met ça dans le placard et on parle d'intelligence artificielle à la place. Ils sont des bons joueurs. Là-dedans, ils sont des joueurs assez robustes. Et si on regarde un petit peu ce que le dernier trimestre leur a donné en termes de chiffres, des chiffres qui sont, selon moi, assez épatants. Pour vous donner un peu de contexte comparativement au même trimestre, mais en l'année 2023, en 2023, pour les mois de avril, mai, juin, équivalent au deuxième trimestre, l'organisation avait généré 31 milliards 999 millions. Donc, essentiellement, on pourrait dire 32 milliards de revenus. Pour le deuxième trimestre de cette année, l'organisation a généré 39 milliards de revenus. Donc, on parle ici d'une croissance de 22 Une croissance de 22 dans un contexte économique où habituellement les investissements publicitaires vont être la première source de dépenses qui va être coupée par les organisations, de voir une croissance de la sorte, c'est impressionnant, excessivement impressionnant même. Et si on continue à regarder peut-être un petit peu au niveau des chiffres, on peut voir que la marge de profit opérationnel de l'organisation est passée de 29 à 38 Et un autre point qui me fascine encore une fois, c'est qu'ils ont moins d'employés à la fin du deuxième trimestre. Ils ont comptabilisé moins d'employés qu'ils en avaient l'année dernière. Donc, ils ont fait 22 plus de revenus. Ils ont été capables de faire d'augmenter leur point de base de 9 points au niveau des profits pour passer de 29 à 38 Et au final, ils terminent le trimestre avec 13 milliards 465 millions de bénéfices nets. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec 13 milliards de bénéfices nets dans tes poches. Beaucoup. Et ça démontre vraiment la puissance de Meta. Leurs statistiques, si on les regarde, autres que les statistiques financières, sont assez intéressantes. Leur nombre
d'utilisateurs actifs quotidiennement sur la plateforme, en croissance de 7. Mmh. Les ad impressions sont en croissance de 10 année après année. Les dépenses de l'entreprise sont en croissance année après année, mais comme je l'ai mentionné, je trouve ça très intéressant de voir qu'ils ont moins d'employés, donc ils investissent davantage sur de la technologie, sur de l'infrastructure future. Et beaucoup des coûts en ce moment des entreprises technologiques vont pour faire de l'achat de GPU, pour bâtir vraiment une infrastructure d'intelligence artificielle pour le futur. Quelques points peut-être intéressants sur la réponse des investisseurs à tout ça, puis je pense que c'est toujours intéressant de le voir, c'est que le moment que Meta a fait euh, son annonce aux investisseurs, le marché a excessivement bien réagi. OK? Donc, ça a même été assez impressionnant, je vous dirais. Donc, si je sors les chiffres juste ici, on était capable de voir. Ils font leur annonce aux investisseurs et le lendemain, les résultats sont rapidement très, très, très à la hausse. Mais là, qu'est-ce qui s'est déroulé dans les jours qui ont suivi? Et c'est là vraiment que je trouve que c'est fascinant de voir le tout. C'est que dans les jours qui ont suivi, il y a eu des annonces au niveau de l'économie américaine, comme quoi que le taux de chômage est à la hausse, qu'il y a moins d'emplois qui s'est créé dans les derniers mois aux États-Unis et automatiquement, tous les indices technologiques, argumentablement tous les indices des entreprises qui font partie des 500 plus grandes entreprises au monde, le S&P 500, ont été frappés de plein fouet, même que je pense que lundi dernier qui devait être le 4 août, le 5 août plutôt, pardonne-moi, le Nasdaq, qui regroupe toutes les plus grandes entreprises technologiques, avait perdu près de 6 qui était sa plus grosse perte en plusieurs années. Donc, c'est intéressant parce que si on enlève la nuance, si on enlève l'élément relié à un environnement macroéconomique comme quoi qu'il y aurait un ralentissement de l'économie aux États-Unis, selon moi, le titre de Meta aurait continué de fluctuer vraiment vers le haut parce qu'il était très, très bien parti. C'est même assez impressionnant ce qui s'était déroulé juste suite aux annonces des résultats aux investisseurs. Parce qu'habituellement, quand les résultats battent les attentes, les chiffres battent les attentes et l'organisation fait plus de profit, bien entendu, le marché est heureux. Mais dans le cas qui s'est déroulé ici, le marché a bien réagi au début, un peu moins réagi par la suite. Et je pense que peut-être que c'est quelque chose qu'on va voir pour beaucoup de titres technologiques prochainement avec clairement un ralentissement de l'économie. Peut-être juste pour continuer un petit peu là-dessus, Antoine, je t'avais parlé de certaines choses qui avaient capté mon attention, que j'ai entendu Mark Zuckerberg dire l'appel aux actionnaires. Il a dit on est en train de construire, bien entendu, notre intelligence artificielle. On aide nos annonceurs à utiliser notre intelligence artificielle pour créer des pubs directement sur notre plateforme. Et d'ici quelques années, les annonceurs auront simplement besoin de nous dire ce qu'ils veulent en termes de résultats et on va le créer pour eux. Pourquoi je trouve ça intéressant de le mentionner à l'audience, c'est que c'est la première fois que j'entendais des hauts exécutifs chez Meta être aussi tranchants sur leur vision du futur concernant un petit peu ce qu'ils veulent faire avec les différentes plateformes de pub pour aider leurs clients. Donc, est-ce que ça veut dire que le rôle du media buyer, le rôle du prestataire de service, le rôle du marketeur va considérablement changer? À voir. Je suis un peu moins confiant, je dirais, que Mark Zuckerberg là-dessus parce que on le voit chez GZ, on gère plusieurs millions de dollars de publicité par mois, 5-6 millions de dollars de publicité par mois. Et c'est pas à cause qu'on a plus d'outils d'intelligence artificielle à notre disposition maintenant que c'est plus facile qu'avant. Mmh. D'année après année, c'est toujours de plus en plus difficile d'aller générer des résultats sur la plateforme. On en parlait, toi et moi. Les coûts pour aller rejoindre des gens sur la plateforme vont continuellement à la hausse. Bah, oui, c'est surtout ça, ouais. Ça, c'est qu'on le dise, mais dans le bilan, Q2 de Meta, il est annoncé que par rapport à la même période l'année dernière, on a une augmentation du prix moyen par annonce de 10, ce qui n'est pas rien et c'était déjà le cas, sur Q1. Là, sur Q2, du coup, ça se confirme et je trouve que ça ouvre de nouveaux challenges aussi pour les prestataires de services sur ce domaine. Exact. Et c'est là que je trouve qu'il est intéressant de faire la nuance. C'est pour des gens qui sont sur le terrain comme nous et sûrement comme vous qui nous écoutez aujourd'hui. euh, je pense qu'on peut dormir tranquille sur le rôle qu'on a à faire au moment où on se parle. Le jour où on va sentir que c'est rendu beaucoup plus facile sur Meta de générer des résultats sans l'aide de nouvelles créatives, sans l'aide de nouvelles stratégies, on va vous le dire. Ouais. On va vous le dire, puis on va être honnête avec vous. Mais en toute transparence, de ce que je vois depuis le début de l'année,
c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est de Mmh. plus en plus complexe parce que plus de gens sur la plateforme. Il faut se démarquer plus que jamais. Exact. Des organisations ont plus de difficultés à aller chercher des clients, même que certaines d'entre elles veulent davantage investir de plus en plus sur des structures organiques. Donc, intéressant de le voir, d'avoir le point de vue d'en haut, mais d'en bas, nous qui sommes sur le terrain au jour le jour, c'est pas ce qu'on sent encore pour le moment. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle a fait une pénétration encore Mmh. importante dans notre travail au quotidien. Il y a des ajustements, il y a des améliorations, certes, mais je pense qu'au-delà du ciblage publicitaire, c'est très difficile pour moi de voir l'impact que l'IA a eu sur le travail du media buyer encore aujourd'hui. Clairement. D'ailleurs, je pense même aussi à la J7 Academy. Alors parenthèse pour ceux qui nous écoutent, la J7 Academy, c'est un écosystème qui nous permet de vous former en Facebook Ads. L'idée, c'est que vous deveniez meilleur, mais surtout que vous le restiez parce que comme vous le savez, Facebook Ads, ça change énormément. Et si je t'en parle, Antoine, c'est parce que, tu as mentionné, tu as utilisé ce terme de se dire, l'IA va tout changer et cetera. Mais moi, j'ai l'impression et je le vois par rapport aux membres dans la J7 Academy, qu'il y a encore plus de questions qu'avant. C'est-à-dire que ils ajoutent un outil, tu as l'impression que c'est encore plus compliqué, que c'est encore plus, il y a encore plus de questionnements à faire avant de lancer sa propre campagne. Et ça, je le ressens chez les membres de l'académie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de questions de mais est-ce que ça vous l'utilisez vraiment? Est-ce que ça vous en... Qu'est-ce que vous faites, etc. Est-ce que vous êtes certain qu'il faut lancer ça, etc., etc. Donc je le vois, il y a plus d'incertitudes Bien sûr. et même je remets un peu, je remets un peu dessus, mais effectivement, beaucoup ont pu observer que les coûts de leur campagne, de leur publicité coûtaient plus cher ces derniers mois. Ça, je peux l'attester par rapport aux membres de la J7 Academy. Et c'est pour cette raison, et je suis d'accord avec toi, Antoine, que pour les personnes qui gèrent beaucoup de budget, qui ont une bonne expérience, bah c'est plutôt un avantage parce que nous, on va pouvoir vous donner encore plus de conseils, de stratégies justement pour pallier à ce problème parce qu'on est loin de l'idée de Meta, comme tu as pu le dire. On met une publicité, tout se passe bien, tout va bien, on fait absolument plus rien, Meta gère. C'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas. Exactement. C'est pas ce qu'on voit. Puis j'ai l'impression que ça serait contre-intuitif de penser comme ça. Autant que l'intelligence artificielle va pouvoir créer du contenu, mais au moment où on se parle, personnellement, dans un contexte de consommateur, répondre à une publicité texte sur un moteur de recherche bâti par l'intelligence artificielle, pas de souci. Mais répondre en tant que consommateur à une publicité créée par une vidéo d'intelligence artificielle que je peux bien voir que le vidéo provient de Mhm. ça, je ne sais pas si je vais être intéressé de cliquer, ou du moins je ne sais même pas si j'ai cliqué jusqu'à maintenant sur un contenu de la sorte. Donc, je pense que les gens peuvent dormir tranquilles. Focusez-vous sur la stratégie, ça c'est important, mais soyez conscient que ça a été communiqué par Mark Zuckerberg. Donc, Mhm. ça dicte quand même une certaine narrative qui peut s'installer ici. Si on doit faire une petite synthèse, tu as un groupe qui a excellé, qui a fait un super chiffre d'affaires, Oui, enfin, des superbes revenus, qui a une population, enfin un volume d'employés qui est moindre, donc qui peut investir encore plus dans l'IA. Marc l'a mentionné lui-même dans sa lettre aux investisseurs, hein, mais il veut être le numéro un d'ici la fin de l'année ou d'ici les 12 prochains mois dans ce domaine-là. Est-ce qu'il peut le faire? Moi, je pense qu'il a quand même de très bonnes cartes pour le faire. Comme tu l'as mentionné, il n'est pas là pour créer une ligne de service, mais l'IA est plutôt là pour optimiser, voire augmenter des résultats qu'il a déjà, à savoir de la diffusion de publicité, de la création de contenu, etc., etc. Ça va plutôt bien. Il y a ce petit point dont il faut se souvenir, c'est que ça coûte un petit peu plus cher de faire de la publicité à l'heure actuelle. On va voir si ça se confirme effectivement sur le prochain trimestre. Il y a juste un petit point aussi, une toute petite parenthèse que j'ai pu observer qui est passé un petit peu sous les radars. Threads, l'application de Meta, est officiellement ou va rentrer officiellement dans ce qu'on appelle le fait divers. Le fait divers, c'est si je peux dire, c'est une union de plusieurs réseaux sociaux comme Mastodon, Peertube, qui sont des équivalents de WordPress, YouTube, etc. Et l'idée, c'est de faire en sorte que du contenu de Threads puisse se retrouver sur Mastodon et sur tout ce qui tout ce qui compose fait divers, et à l'inverse, tout ce qui compose fait divers, le contenu peut se retrouver sur Threads. C'est quelque part une façon de faire de l'open source aussi, je trouve, sur son propre réseau social. C'est le tout premier. Facebook l'était évidemment pas, Instagram non plus, WhatsApp non plus, donc c'est le tout premier. J'ai l'impression que Meta veut aller chercher encore plus de croissance rapidement sur ce réseau social. Est-ce que tu as d'autres éléments à mentionner, Antoine? non, je pense que ça fait bien le tour. Antoine, on se tient à jour, mais les choses vont bien chez Meta, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Ok, et eh ben écoutez,
Écoute Antoine, déjà merci d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir de t'avoir évidemment, et à tous qui nous écoutaient, merci de nous suivre et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde. Ciao. À très vite.